Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel. « 106.3 FM ». L'équipe de Théâtre sans frontières vous informe à la fois de l'actualité théâtrale et culturelle. Cette émission est en direct et en public un mercredi sur deux de 11h à 12h. Théâtre sans frontières est animée par Yves Chevalier. Elle est réalisée par Daniel Gresset. Bonjour amis auditeurs, l'esprit swing est de retour. Je vais tenter de vous surprendre. Depuis quelques années, je vous parle essentiellement de théâtre. Et bien aujourd'hui, surprise, surprise, on va parler de cinéma. Et oui, j'aime vous surprendre amis auditeurs. Et on va parler de quel film ? Attention, on prend le train du souvenir. Un film de Marco Ferreri, il y a 30 ans. Et oui, il y a 30 ans. On parle de La Grande Bouffe. Et on va parler de La Grande Bouffe à partir... Est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant ? Oui, on va en parler directement. Et puis comme ça, voilà. Donc, alors, on va parler de La Grande Bouffe avec l'un de nos invités, Danilo Sanelli. Donc, de 11h à 11h30, place à ce que j'appellerais une grenade dans le paysage cinématographique. Voilà, La Grande Bouffe. De 11h à 11h30. Et puis de 11h30 à 12h, il y a un petit miracle. Dans le studio, Molière et Corneille sont là. Ils sont entrés dans le studio. J'ai reçu un petit texto de Corneille et Molière. Et oui, ils m'ont appelé de leur portable au paradis. Et donc, ils sont un rue de la solidarité. Donc, de 11h30 à 12h, on va parler de 11h30 à 12h, c'est ça, c'est d'un excellent spectacle. La paille et la poutre. Une création théâtrale, un texte de Julien Bouchard-Madrel, une mise en scène. Alors, je ne veux pas écorcher son nom, parce qu'à chaque fois, je les garde. Elle me regarde, elle me fusille. Alors, je ne veux pas écorcher son nom. Alors, elle va me dire son nom. Une jeune metteur en scène qui ira loin. Merci. Alors, mon prénom, c'est Éléanore et mon nom de famille, Laforge Mesplon. Voilà, et je suis très heureux de vous recevoir. Et puis, face à moi, il y a aussi, je suis impressionné parce que les jeunes loups sont là. Et les jeunes loups sont là avec un vil séducteur. Hein. Il fait un malheur dans le métro. Hein. C'est pour ça que vous êtes en retard. Hein. Exactement. Hein. Avec... Et donc, avec Don Juan, qui est interprété par Raphaël Van Nister. C'est ça, ouais. Et puis, face à moi, il y a un homme d'une grande intégrité. D'un homme... oui, c'est d'un homme intègre. Alors, qui interprète le Cid de M. Corneille, et c'est Julien Amer. Et ça sera de 11h30 à 12h. Et je suis très heureux de vous recevoir, parce que ça a été l'un de mes derniers coups de cœur de samedi dernier. Donc pour résumer, de 11h à 11h30, place à la grenade dans le paysage cinématographique.
avec La Grande Bouffe de Marco Ferreri, avec Danilo Sanelli, et puis de 11h30 à 12h, place à la paille et la poutre, joué tous les samedis soirs à 19h15 au théâtre Darius Milhaud. Et puis face à moi, j'ai un regard. J'ai une femme de théâtre, une femme de fait théâtre, qui avant était dans l'univers de la nuit. C'était une discothèque, c'était les discothèques, et je suis très heureux de recevoir un peu l'un des témoins de cette émission, c'est Daniel Molina. Bonjour et je vous remercie de m'avoir invité. Effectivement, j'ai travaillé 20 ans à la Scala, mais si je suis là, c'est plutôt parce que j'ai travaillé 5 ans au Théâtre Comédia, où justement on avait eu un très beau spectacle du CID fait par Thomas Le Douarec, version flamenco. Et j'en garde un très très bon souvenir. On avait même été jusqu'au Molière avec. Voilà. Jusqu'au Molière. C'était oui. une magnifique création. Oui, très le joli. Cid et le flamenco. Et puis un spectacle pour lequel j'avais beaucoup de tendresse. C'était sur Mike Brandt. Ah oui, c'était pas ordinaire comme C'est pas sujet. ordinaire, hein. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché. C'est que le thème de Mike Brandt était peut-être trop populaire et on fait sourire plein de gens. Mais c'est dommage parce que c'est encore Thomas Le Douarec qui a fait la mise en scène. Ouais. Et il a beaucoup de talent, effectivement. Hein, et je pense que d'ailleurs, ce spectacle sort en vidéo. J'ai vu qu'il y avait des vidéos, une vidéo qui le présentait. Voilà, mais je ne suis plus dans le théâtre non plus. Mais c'était un très beau regard sur Mike Brandt. C'était un autre regard. Oui, car les parents de Mike Brandt ont été déportés. C'est ça. Et donc, on explique sa sensibilité à travers le regard de sa famille. C'est ça. Et qui ont énormément souffert. Sa mère qui a continué à faire des cauchemars, qui était hospitalisée régulièrement pour dépression. Ouais. Et toutes ces histoires sur Auschwitz qui ont marqué le petit Mike Brandt. Hein. C'est le petit Mike Brandt. Mike Brandt qui a fini par se suicider à 30 ans. C'est à 30 ans. Alors qu'il était... au sommet de sa gloire. Exactement. C'est Daniel Molina et vous intervenez quand vous le souhaitez. Alors, maintenant, on va parler avec Danilo Sanelli, qui est aussi l'un des responsables d'un petit paradis. C'est au Petit Théâtre du Bonheur, au métro Abbesse, et qui est dirigé par Alex, qui va venir dans pas très longtemps. Oui, en fait, on est plusieurs. On est plusieurs. On est 5 de la direction, Alex inclus, qui est souvent là, pas maintenant. C'est ça. Alors, j'aimerais que tu nous parles, parce qu'on se connaît, de ce grand choc cinématographique avec La Grande Bouffe. Donc, c'est un film qui fut sorti en 1973 et qui fut un véritable choc. C'était un séisme dans l'univers cinématographique. Et pourquoi ce séisme? Danilo Sanelli, un film de Marco Ferreri. Pourquoi ce séisme avec La Grande Bouffe? En fait, avant de parler du scandale de La Grande Bouffe, il faut regarder la poétique de Ferreri. Oui. Et ce qui l'a amené Ferreri à changer de langage vers la fin des années 60, des années 70. Alors que Ferreri il a commencé en Espagne, sous le régime de Franco, avec 3 productions plutôt de niveau esthétique néoréaliste grotesque. Il faisait le producteur. Il a commencé à produire Antonioni. Il a produit le premier film. Pardon de te couper, mais qu'est-ce qu'on entend, pense aux auditeurs, par le néo-réalisme grotesque? C'est important. Qu'est-ce que tu entends? Pour néoréalisme, j'entends suivre l'esthétique néoréaliste, l'esthétique qui est partie en Italie dans le 43, et qui a créé une courante. D'accord. Donc un réalisme cinématographique qui inclut la prise directe du son
D'accord. qui ne passait pas du tout par le studio de doublage ou D'accord. d'enregistrement. C'était déjà une révolution contre le cinéma américain. Oui, c'était Ce une qui est arrivé révolution par après, rapport au 30 ans cinéma après, américain, oui. Dans les années 70 aussi, Voilà. avec la New Hollywood. Oui, Mais avant, c'était le cinéma de l'après-guerre. Donc, C'est c'est le ça. cinéma des pauvres. c'est le Dans cinéma un des certain pauvres. sens. Alors, et pourquoi tu dis le cinéma des pauvres, Danilo? Des pauvres producteurs. Des pauvres producteurs, Oui, ou voilà. directeurs. Dans le sens que Ferreri, lorsqu'il a commencé à produire des films, Oui. il était producteur avant d'être réalisateur. Ah bon? Il a produit le premier film de Michelangelo Antonioni, Oui. Cronaca di un amore, Oui. Chronique d'un amour, je ne sais pas en français. Oui. Et il était un producteur sans argent. Un producteur sans argent? Oui, c'est comme être réalisateur sans caméra. Exactement. Producteur sans argent. Sans argent. Oui. Il est arrivé à produire des films sans argent, et comme ça, il a produit aussi le film à lui-même. Il a commencé avec ses films en Espagne, avec, en suivant toujours ce genre de poétique néo-réaliste. Oui. Alors qu'après les années, il a déménagé en Italie, après en France, il a commencé à avoir une poétique complètement différente, une poétique de l'absurde. Une politique de De l'absurde. l'absurde, dans le sens que Oui. l'objet, il devenait de plus en plus important en tant que personnage sur la scène, Oui. en suivant aussi des courants qui se sont développés dans les États-Unis ou en Europe dans le domaine artistique visuel, comme je sais pas, le living theater Oui. ou la danse des micro-mouvements. Parce que Ferreri, Donc, en fait, ce sont les objets qui remplacent les personnages? souvent, oui, il ne remplace pas du tout le personnage, Non. mais l'objet, il Oui. est important comme le personnage. Comme le personnage. Mais alors, Oui. quand on parle de la grande bouffe, alors quel est l'objet? Est-ce que c'est la grande bouffe? L'objet, c'est... L'objet, c'est la bouffe. D'accord. C'est la bouffe en tant que personnage. Oui. En Et- tant que personnage ou en tant qu'objet? Le deux, Oui, les deux. oui, mais c'est tout personnage. Oui. Mais alors, si la bouffe est un personnage, alors que sont les comédiens? Ce sont des personnages. Aussi, oui, ils sont aussi des personnages, mais dans certains, ils sont aussi des objets. Donc, c'est des objets qui sont au service d'un réalisateur. Oui, parce que Oui. il y a ce genre de regard sur le personnage qui ressemble beaucoup au regard sadien Oui. ou au regard encyclopédique. Oui. Mais... Il y a, oui, attends. donc le personnage, je l'ai vu en tant qu'objet. Oui, mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse une émission, si tu le veux bien, on n'est pas sur France Culture, il faut que ça soit, on n'est pas dans le brouillard londonien, j'ai peur que les auditeurs se perdent. Est-ce que ce film, La Grande Bouffe, est-ce que c'est pas une création sur l'ennui et sur les désirs inassouvis? C'est sur l'ennui. Oui, parce que, exactement, parce mais que surtout c'est une critique féroce contre la société de consommation. Oui, contre la société bourgeoise. C'est contre la société bourgeoise. C'est pour ça que je disais, l'homme devient important en tant qu'objet, en tant qu'animal C'est ça, en tant qu'animal. mis inséré dans un musée et regardé par cette caméra qui a un regard froid sur l'homme. Ouais. Et c'est pour ça que le film il a produit du scandale. C'est pas simplement le niveau rapporté à la représentation du bas. Non, c'est C'est pas simplement ce niveau-là. C'est le contexte historique. Pour moi, c'est accessoire, ça. C'est quand même un film sur un processus d'autodestruction. La plupart, ce sont des bourgeois qui s'ennuient.
Oui, ils sont des bourgeois qui sont renfermés dans une maison. C'est ça, qu'ils sont enfermés dans une maison dans le 16e c'est de ça, Paris. et qui ont décidé ensemble de se suicider en voilà, mangeant. parce qu'on est, je me répète, mais dans un processus d'autodestruction. Oui, et c'est ça, je parlais de ça par rapport au changement de politique de Ferreri, parce que Ferreri, il représente de plus en plus, à partir de la fin des années 60, un processus d'autodestruction du personnage qu'il fait cessation jusqu'au bout, jusqu'en arrivant à la fin. Oui. Dans le 64, le mari à la femme à barbe, c'est Mastroianni et Annie Girardot. Mastroianni qui a connu cette femme toute poilue, et qui la ramène en tournée dans toute l'Europe. Mais il avait marié simplement pour ça, simplement parce qu'il est intéressé à l'argent. Oui. Et ces processus ramènent à l'autodestruction du personnage. Alors c'est comme ça que dans La Grande Bouffe, il arrive à l'autodestruction du personnage. C'est l'itération du geste de manger jusqu'à la fin. Alors, moi, j'ai encore des choses à dire et des questions. Alors, j'ai aucune excuse. Je n'arrive pas à retrouver c'est le dossier de la jeune chanteuse. J'ai aucune excuse. Je ne retrouve pas son dossier. Voilà. Tu me le dis et tu le dis directement, Raph. C'est à l'antenne parce que je ne retrouve pas son nom. Et ce que je te propose, c'est qu'on la passe. C'est Checking qu'on va entendre. Attends, là, ce que je te propose, c'est qu'on la passe directement. Sandoz. Voilà, ça marche. Ma perle au bout, mon compte Facebook, le grand départ, l'hôtel standard, un boarding pass en première classe. Je me fais la belle, façon seatbelt. Check in, check out. Check in, check out. Du Sahara à Jakarta. Moi je globe-trotte, je suis polyglotte. Une caméra et des visas. Je me fais la malle au Taj Mahal. Check in, check out. Check in, check out. Et toi, brother, envie d'ailleurs, sors de ton lit, take off shortly. Check in, check out. Panic attack, quitte le tarmac, switch off the light, enjoy your flight. Check out. Check out. Et toi, brother, envie d'ailleurs, sors de ton lit, take off shortly. Check out. Check out. Oui, on aime la musique. Oh, ça fait un peu vieux con de dire ça. On aime la musique moderne. Et oui, les vieux cons ont la parole, de temps en temps. Donc, me regarde, qu'est-ce que c'est que ce vieux con qui est peut-être beaucoup plus jeune que beaucoup de gens, finalement. Le titre de ce CD, c'est Check In de Stéphanie Sandoz. Et on va le repasser pendant toute l'émission. Check In de Stéphanie Sandoz. Alors maintenant, on va revenir à la Grande Bouffe. C'est un film qui a eu un prix au Festival de Cannes. 73. En 73, c'était le prix Fipreschi, c'est ça, hein? Et alors, c'est un film qui a été une tempête
dans l'univers cinématographique, mais qui fut un succès total. Oui, il faut un succès dans le monde entier. Dans le monde. C'est pas seulement en France. Mais oui. Et c'est ça aussi une des causes du scandale. C'est qu'il y a eu beaucoup de visibilité. C'était c'était un film à la base d'élite à partir du langage, dans le sens qu'il n'est pas très populaire. Il n'y a pas un langage populaire comme dans un langage de la comédie, non. C'est pas. Et en même temps, il a eu un public nombreux. Quel est le nombre de spectateurs? C'est plus de 3-5 millions? Je ne me rappelle pas du tout, c'était de l'ordre des millions, mais je ne rappelle pas du tout le... Ouais. Alors, c'est les acteurs qui jouaient dans ce grand film. Il y avait Michel Piccoli. Il y avait Philippe Noiret. Ah oui, il y avait Philippe Noiret, tu as raison. Oui. Il y avait Marcello Mastroianni. Il y avait Andrea Ferreol. Et Ugo Tognazzi. Qui il a joué déjà dans plusieurs films avec Ferreri. C'était tous des coproductions franco-italiennes. C'est ça. On est dans l'âge des coproductions. Dans cette période-là, il y en avait pas mal. Il y avait La Cage aux Folles aussi. C'était une coproduction franco-italienne. Ah oui, alors c'était... Autant j'ai vu la pièce La Cage aux Folles avec Serrault et Poiret, autant le film, excuse-moi, mais c'était un nanar. C'était un nanar. Autant la pièce était une merveille, avec Serrault et Jean Poiret. Et au début, ils ont eu peur de la monter. Mais c'est une des pièces qui a été le plus jouée. C'est une des pièces, oui. Oui, je pense. Qui a été jouée... Daniel Molina, oui. Oui, peut-être 5, 6, 10 ans. 5, 6, 10 ans. Si quelqu'un peut le dire, mais oui, c'est 5. Une des représentations les plus jouées au théâtre. Oui, alors que le film était excuse-moi, mais était une daube. Hein. Au théâtre du Palais Royal. Il y avait des accords impressionnants, le film. Oui, mais alors, ce que je ne comprends pas, pourquoi les critiques de cinéma ont été si féroces, voilà, avec La Grande Bouffe. Est-ce qu'il était de bon ton d'être féroce et d'être de mauvaise foi, dans une sorte de dictature de la mauvaise foi? Moi, je trouve que la critique, elle était un peu excessive. Voilà, elle était un peu excessive. Dans le sens que, à partir de la critique du physiologique dans le film de Ferreri, de la représentation du bas, elle est arrivée à le dépasser. Oui. Les mots des journalistes étaient beaucoup plus au-delà de la vulgarité du film même, je pense. Oui, mais parce que c'était, comme on a dit aussi, alors ça se voulait être un séminaire gastronomique. C'était plutôt un séminaire sur l'autodestruction. Au départ, c'était un séminaire gastronomique. Oui, il ne savait pas de se suicider. Oui. Il y a des suggestions qu'ils disent ça, mais les personnages, ils ne savaient pas ça. Comme dans tous les autres films de Ferreri, il fait une chose, il la ramène jusqu'à la fin, alors que la mort, elle arrive. En fait, et c'est ça qui a produit le scandale. Oui, l'union de ces traits, comme la bouffe, avec la mort. Avec la mort. Est-ce que, autour de la table, il y a des personnes qui ont envie de parler comme ça quelques instants de ce film? Est-ce que ça leur rappelle quelques souvenirs? C'est La Grande Bouffe. Là, on est dans l'esquive. Hein. On est dans l'esquive. C'est radiophonique. Je suis en train de ramer, là. J'avais envie de passer le relais. Eh bien, je ne vais pas pouvoir le passer. Voilà, c'est le silence radio. Je vais continuer. Quand même, il faut dire aussi qu'on est dans une époque particulière. Oui, et dans le sens que dans le 69, il y avait des protestations et, à Cannes et à Venise. Tant que le festival cinématographique de Venise, il a fermé les portes pendant, je pense, 4 ou 5 ans. Il n'a pas existé, la Biennale. Ouais. Quels ont été les autres... Pardon de t'interrompre. Quels ont été les autres films de Marco Ferreri? Ils sont moins connus, mais il y en a fait beaucoup, et souvent avec le même acteur. Par exemple, Lisa,
avec Marcello Mastroianni et Catherine Deneuve, où le déserteur se renferme sur une île, toujours pour s'enfuir de la société, toujours pour s'éloigner, comment on dit, pour prendre la fuite. C'est prendre fait, la fuite, parce que... C'est toujours une fuite de la société qui se termine avec la mort, souvent. Et c'est toujours un amour vers un objet. Par exemple, il y a un film qui s'appelle I Love You. Oui. Il parle d'un amour vers un objet. C'était pas avec un singe, non? Non, ça se passe dans les années 80. Ouais. C'est un film qui raconte l'histoire d'un homme qui tombe amoureux de son porte-clés. Pourquoi? Parce que lorsqu'il siffle, le porte-clés il répond toujours « I love you ». Alors qu'une femme, au contraire, il change toujours d'avis. Et le porte-clés, il est fidèle. Ou un homme. C'était une J'aime femme. Pas trop ce propos. C'était une femme porte-clés. C'est une femme ou un homme change d'avis. Oui, souvent. Par rapport à un porte-clés, oui. Ouais. Mais je préfère les hommes et les femmes que les porte-clés quand même. Ça dépend du porte-clés. Est-ce que les porte-clés, est-ce qu'ils réfléchissent ou pas? Pas du tout. Mais ça, c'est intéressant. Mais c'est quand même ennuyeux si les porte-clés ne réfléchissent pas. Et si demain les porte-clés commençaient à réfléchir, il y aurait peut-être une académie des porte-clés, hein, avec le dictionnaire des porte-clés. Hein. Et je ne fume pas, je ne bois pas, mais j'ai un peu d'imagination. Voilà. Mais on changerait d'objet. Parce que l'histoire, c'est de trouver quelque objet qui ne réfléchisse pas. Comme parfois les... Parce que c'est plus facile, l'amour, sans réflexion. Ah bon? Alors donc, en fait, c'est que le désir, alors s'il n'y a pas de réflexion... C'est que le désir. C'est que le fait désir, mais c'est même le rapport entre l'amour et la fixation. Alors pourquoi on est amoureux de quelqu'un et on rentre dans un rapport d'exclusivité? Parce que c'est de la fixation. C'est comme l'histoire du porte-clés. On commence par le désir. Oui, mais on finit par la fixation. C'est ça que Ferré veut le dire. Alors là, c'est intéressant parce que j'aimerais autour de moi, je sens qu'on n'est pas d'accord avec toi et justement, moi je ne suis pas forcément d'accord. Est-ce que vous avez envie d'intervenir? Alors sur la fixation, est-ce que vous avez envie d'intervenir? Ça, c'est toujours l'avis de Ferré et pas l'avis à moi. Ah bon, d'accord. Non, parce que là, tu as commencé à me faire peur. Quand même. Oui, je suis un peu d'accord quand même du rapport entre l'amour et la fixation. Mais qu'est-ce que tu entends par la fixation? La fixation, ça veut dire fermer la pensée sur une chose. Ça, c'est quoi? Pourquoi on est monogame? C'est parce qu'on ferme la pensée sur ça. Mais qu'est-ce qui dit qu'on est monogame? L'homme, à la base, il n'est pas du tout monogame. Mais l'homme et la femme... Mais on devient monogame. Mais dans la vie, on n'est pas monogame. Oui, mais pendant des périodes, oui. Parce qu'on trompe son époux, soit par la pensée ou soit par l'acte. Mais on n'est pas monogame. Là, on est dans l'hypocrisie bourgeoise. Mais oui, mais si on la trompe, ça veut dire qu'il y a quand même une conception monogame. S'il a la conception de tromper quelqu'un, ça veut dire qu'on est dans la monogamie. Sinon, on ne le tromperait pas. On n'est pas dans la monogamie. Ça, alors ça, c'est de l'hypocrisie. Le monde, il veut être dans la monogamie, mais voilà, mais ça, c'est de l'hypocrisie, ça. À eux? Oui. Oui, on n'est pas dans la monogamie. On n'est pas du Souvent, tout dans la monogamie. Aussi, oui. On n'est pas dans la monogamie. Non. Non. On était. Je crois qu'on n'a jamais été dans la monogamie. Mais il y a cet idéal du mariage, de la monogamie. Peut-être pendant quelques temps, pendant peut-être 3, 4 ans, 5 ans, oui. Oui, mais dans ça, une relation assez fusionnelle. Oui, mais il y a quand même l'idéal de la monogamie. L'idéal. C'est pour ça que... Est-ce que c'est un idéal? Ça, c'est une question que je pose. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, vous avez envie de... Non, oui, c'est un idéal. Je ne pense pas que ça soit toujours vrai. Bah oui, c'est pas toujours vrai. Comme vous l'avez dit, même par la pensée. Mais mais bien, normal, mais oui. De la nature humaine. Bien sûr. Je ne vais pas être méchant avec les cathos, mais bon... Hein. Et quand je dis qu'on ne va pas être méchant, c'est qu'on va l'être. Alors, vous avez parfaitement compris le fond de ma pensée.
En tous les cas, ce que je te propose, c'est que tu reviennes à l'antenne et on continue ces conversations avec le cinéma italien. Oui, bien sûr. Hein? Avec des autres directeurs, si tu veux aussi, mais on pourrait continuer à parler de Ferreri parce qu'il y a vraiment des autres Ou films d'autres. inconnus Oui, à lui. mais surtout des cinéastes complètement inconnus. Parce que je connais un peu le monde du théâtre. Je connais bien, moi, il y a un univers, là c'est une parenthèse, mais il y a un univers qui me fascine, c'est peut-être un peu bourgeois, mais c'est Claude Sautet. Voilà, toujours fasciné, mais ça c'est une parenthèse que je ferme. Je peux voir 4 ou 5 fois ces films, et je les connais par cœur. Et il n'y a pas très longtemps, à propos de films, j'ai redécouvert, ça y est, j'ai un trou. C'était Quai des Brumes, avec Morgan et Jean Gabin. Alors là, c'est un film que je pourrais revoir 3 ou 4 fois, avec les plans, qui est remarquablement écrit, qui est un film d'une dureté, d'une cruauté. Voilà, un peu peut-être sur les objets aussi, comme Marco Ferreri. Alors ce que je te propose, c'est que tu reviens quand tu veux, Danilo Sanelli, qui est l'un des responsables d'un petit paradis pour les créateurs, au Petit Théâtre du Bonheur, métro Abbesse. Ils ont un site. 6 rue de Revet. 6 rue de Revet, c'est ça, métro Abbesse. Et grâce à eux, en tant que petit auteur, je suis reparti. Et dans la vie, j'ai une bonne mémoire. C'est grâce à vous que je suis reparti. Voilà. Merci Danilo Sanelli, qui nous a parlé de La Grande Bouffe et d'autres choses, un film de Marco Ferreri. Tu reviens quand tu veux. Et maintenant, Merci. Pendant 2 secondes, alors, on fait très court, hein. On passe même. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on passe juste, qu'on n'a pas le temps, une virgule musicale, parce qu'on n'a pas le temps de replacer, de redire. À nouveau, bonjour, et oui, on est toujours dans l'émission Théâtre sans frontières, et j'ai la chance d'avoir à côté de moi, c'est Corneille et Molière, qui ont été un peu surpris par notre discussion sur La Grande Bouffe. Et pourquoi j'ai la chance de recevoir messieurs Corneille et messieurs Molière, c'est à propos d'une excellente pièce, une pièce de Julien Bouchard-Madrel, mise en scène par Éléanore Laforge-Mesplon. Voilà, La Paille et le Poutre. Et la poutre. Et la poutre, pardon, La Paille et la Poutre. Je pensais à 2 choses en même temps, pour ça que ça a bugué. La Paille et la Poutre. Et dans les 2 rôles, c'est les ténors du théâtre Darius Milhaud. Il y a un vil séducteur, hein. Il commence dans le métro. Hein. Tout à fait. Il commence dans le métro. C'est Raphaël Vanister, c'est Don Juan. C'est ça. Et puis en face, un homme d'une grande intégrité, c'est Julien Amer, c'est le site de Corneille. Ouais. Donc La Paille et la Poutre, c'est tous les samedis soirs à 19h15 au théâtre Darius Milhaud. Si je peux juste me permettre, là on va jouer donc le samedi 14 février, ensuite on a 2 semaines de relâche. On reprend le 7 mars jusqu'au 21 mars au théâtre Darius Milhaud. Et après, Jusqu'au on continue 21. dessus. On a une petite relâche. Une petite relâche. Alors moi je ne vais pas vous relâcher comme ça. Hein. C'est ce qu'on espère. Je vais certainement pas vous relâcher. Alors maintenant, place à Don Juan et à Raphaël Vanister. Nous sommes au théâtre Darius Milhaud, il est 19h15, les spectateurs sont là, ils vous attendent et les spectatrices aussi sont là. Elles vous dévorent. Raphaël Vanister, à vous. Alors vous voulez qu'il fasse son monologue Je fais un monologue, c'est ça ? Oui, Alors c'est vas-y, ça. lance-toi. C'est ça. Ok.
Quelle chute inouïe! La farce est peu commune. Serais-je donc tombé de la lointaine lune? Ainsi me voilà mort. Don Juan n'est plus rien. Le sang s'est-il figé dans mon corps? Cette main, comme elle souffre encore de ce feu inconnu qui m'a en un moment tout entier parcouru. Suis-je mort? À vrai dire, il sent bien que non. Je respire, je sens, je vois, et dans mon front, c'est la même pensée qui anime mon âme. Où sont les noirs démons, les broches et les flammes? Ridicules humains, ainsi donc on vous trompe. Toutes ces églises, ces rites et leurs pompes, ces serments menaçants, ces terribles sentences, ces nombreux interdits, toutes ces pénitences ne servent qu'à tenir le troupeau que vous êtes, bien soumis, effrayés. On vous met dans la tête des images d'enfer, des diables qui dévorent. L'homme se joue de l'homme. Ah oui, je le crois encore. S'il est un dieu là-haut, en bas, l'homme est le maître. Il dicte à son prochain, intéressé le traître, sous la parole de ce dieu, ou du moins de ces illuminés qui se disaient témoins d'événements divins. Les bonnes intentions qui étaient leurs jadis sont aux mains des fripons. Les cultes, après tout, ont leur loi souveraine. Loi divine? Je ris, ce sont des lois humaines. Toutes ces religions dans le monde installé sont d'autres monarchies à peine déguisées. S'il existait, ce Dieu, il ne laisserait pas sa parole insultée par quelques scélérats. Le marbre de ta main, commandeur, m'a brûlé comme un tison rougi. Soudain, j'ai hurlé. Le marbre? Mais comment? Le marbre est toujours froid. Froid comme les gisants de nos ducs, de nos rois. Mon cœur s'est brisé, là. Quel étrange trépas. Voilà un problème que je ne conçois pas. Que le marbre cruel de ta main, commandeur, m'a pu causer, j'avoue, de souffrance et de pleurs. Des pleurs de repentir? Tu railles, je l'espère. Non, des pleurs de dégoût et des pleurs de colère. Ma main qui caressait les plus nobles visages, qui donna tant d'amour dans ta rage, vieux jaloux, tu as brisé ses os. Mais j'étais jeune, moi. Chérir de Beauminois était ma seule foi. Tu ne supportais pas qu'on fût aussi heureux. Vieux fou! Vieil étriqué! Tain, combien je t'en veux! Si j'étais vraiment mort, sentirais-je cela? Voilà un problème que je ne conçois pas. Sganarelle? Où es-tu? Montre-toi! Suis-je sot? Le bougre. Le coquin me pleure avec des mots remplis de fausseté. Il regrette ses gages. À mon père, bientôt il ira rendre hommage afin de devenir l'un de ces gens, c'est sûr. Je suis bien sot encore de parler au futur. Qu'il le suive s'il veut, qu'il s'en aille à la ville, qu'il demeure à jamais obséquieux et servile. Serait-ce là l'enfer, commandeur, juge grave, toi qui fus toujours grand, toi qui fus toujours brave? Peut-être qu'à côté, dans la chambre voisine, une belle m'attend, souriante et mutine. Mais on vient, semble-t-il. Don Juan reste fier. Je ne crois pas en Dieu et pas plus en enfer. Merci beaucoup. Souvent, quand j'écoute les comédiens, et c'est à nouveau le cas, je redécouvre cette pièce. C'est un grand moment de vous entendre, Raphaël Vanister. Alors, quelques mots. Alors, juste un mot. Que ressentez-vous quand vous interprétez le rôle de Don Juan, Raphaël Vanister? Bah, franchement, je me sens quelqu'un d'autre. Enfin, je me laisse totalement aller et je m'inspire beaucoup des personnes que je peux voir dans la rue et des personnes que je connais. Oui. Et en fait, c'est pas moi, quoi. Enfin, c'est-à-dire que quand je suis sur scène, Oui. je me laisse totalement aller, je me laisse
Voilà, c'est vraiment, je me laisse désemparer totalement et je laisse vraiment entrer le personnage et je suis totalement Don Juan et non plus Raphaël. C'est ça qui est beau, c'est de ressentir vraiment les sentiments que peut avoir Don Juan, ce qu'il ressent à ce moment-là, comment il se sent, etc. C'est ça qui est beau et c'est ça que j'adore et que je fais tous les samedis. Tous les samedis à 19h15 au théâtre Darius Milhaud. Alors, cette création théâtrale, c'est une confrontation entre deux hommes, entre deux univers. Il y a vous, Don Juan, Tout à fait. Raphaël Phannister, et puis il y a l'honnête homme face à vous, si on peut. C'est un mot. Donc c'est Julien Amer, c'est Rodrigue dans le Cid, et donc c'est une confrontation entre deux univers, deux personnalités, deux auteurs. Et que ressentez-vous, Julien Amer, quand vous interprétez ce rôle, Julien Amer? Un peu que la même façon, Ouais. on l'a dit Raphaël, hein, je pense. Je me sens Cid juste pour ce rôle. C'est pas grave. J'ai d'autres questions. Très bien. Est-ce que vous avez des points communs? Si ma question est indiscrète, vous ne répondez pas. Est-ce que vous avez des points communs avec le personnage Rodrigue dans le Cid, Julien Amer? Je suis pas sûr d'avoir vraiment énormément de points communs avec le Cid, mais je me sens quand même beaucoup plus proche du personnage du Cid que de celui de Don Juan. Je suis pas très d'accord avec Raphaël, je trouve qu'il il est très Don Juan en fait dans la vie, je trouve. Mais non, il faut pas dire ça. Mais non. Mais non, je suis totalement différent. Voilà, je ne nous verrais pas inverser les rôles en fait. Et pourquoi vous n'auriez pas envie d'inverser les rôles? Ah, j'ai pas dit que j'aurais pas envie, j'ai dit que je nous verrais pas, ça serait plus compliqué, je pense, dans le sens Et inverse. pour quelle raison, Julien Amer, ça serait plus compliqué? Parce que... Alors là, il me regarde, il me dit, tu m'emmerdes avec ta question. Non, mais... Non, je pense que les deux seraient Attendez. Oui, c'est... Oh là là. Oui, mais alors pourquoi vous avez accepté ce rôle, Julien Amer, ce rôle de Rodrigue? Déjà parce qu'on m'avait déjà présenté la pièce. En fait, j'ai fait une reprise de rôle. Donc Oui. la pièce avait déjà commencé à être montée. Oui. Et l'ancien Cid s'était désisté. Oui. Et quand on m'a présenté la pièce, en fait, j'étais un ami de Raphaël. Quand on m'a présenté la pièce, Oui. quand je l'ai lu, c'était pareil, c'était un coup de cœur. J'ai adoré l'idée déjà quand on m'en a parlé. Et puis même la pièce, une fois l'avoir lue, je me suis dit, il faut absolument que je joue dedans. Et pourquoi ce coup de cœur, Julien Amer? Parce que... Non, mais déjà, j'ai trouvé l'idée géniale, en fait. De confronter deux personnages qu'on s'imaginait pas ensemble dans une même pièce. Oui. Oui. Est-ce que finalement tous les opposent ou pas? Quels sont leurs points de convergence? Attendez, Ah, mais je peux pas parler. attendez, non, pas pour l'instant. Quels sont les points de convergence entre Don Juan Finalement, ils sont Rodrigue? pas si différents que ça. Non. En fait. C'est ça qui est. Ils ont, c'est ça qui le est beau. même fond, en fait, mais ils le Oui. montrent, Ils ont le même fond. enfin, Ouais, c'est ça. Ils ont le même fond. ils ont une et- façon d'agir très différente. Et quel est ce même fond, Julien Amer? C'est qu'ils cherchent tous les... Ils sont tous les deux bons, au final. Oui. Oui. Ils Oui. ont chacun leurs défauts et chacun leurs qualités, d'où la paille et la poutre. Ouais, c'est ça, en c'est fait. ça. Finalement, le titre de la pièce résume vraiment la mentalité des deux personnages et vraiment ce qu'ils ressentent. Donc c'est vraiment... ils ont des défauts, ils ont des qualités. Après, quand Molière a écrit le personnage, on ne voyait pas forcément ses qualités. C'est vrai que Oui. les gens qui lisent Molière, Don Juan, ils se disent pas « Ah ouais, Don Juan a quand même quelques qualités ». Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans la pièce,
c'est justement que Julien, l'auteur, non pas Julien le Cid, Ouais. J'entends. Oui. J'ai trouvé que justement il a fait ressortir les qualités du Cid, de Don Juan, Oui. et les défauts du Cid. Et c'est ça que je trouve génial. Alors, quelles sont les qualités de Don Juan et les défauts du Cid et les défauts de Rodrigue? Alors, les qualités de Don Juan, c'est quelqu'un qui, justement, finalement, il a une sorte de carapace et qu'au fond de lui, il est quand même assez sensible. C'est ça. Il est c'est très ça. touché, il est très sensible. Hum. Justement, il a pas connu vraiment ce qu'a connu le Cid. Donc, c'est quelqu'un qui, je pense, a pas mal souffert pendant son enfance avec son père, peut-être qui était un peu trop sur lui, ou peut-être qu'il a délaissé. Donc ça fait quelqu'un de sensible, donc je pense que c'est vraiment une grosse qualité. Et le Cid, son défaut, c'est juste qu'il est un peu prétentieux. Il est très prétentieux et c'est quelqu'un qui justement se vend pas mal, quoi. Oui, quand on voit dans la pièce de Corneille, on a vraiment l'impression que le Cid a aucun défaut. C'est ça. Voilà. Et mais au final, on se rend compte c'est quelqu'un avec un ego un peu surdimensionné. C'est ça. Qui croit avoir toujours raison, il est intolérant au final. Il est intolérant. Ce que je vous propose, juste, on n'aura pas le temps de faire passer, parce que j'ai des tas de questions, mais juste une virgule musicale. Oui, alors on est toujours dans l'émission Théâtre sans frontières et je me fais engueuler parce que je coupe la parole à une jeune femme. Mais je crois que je sais poser les questions. J'ai au moins cette qualité-là. Donc on est toujours dans l'émission Théâtre sans frontières et nous parlons d'une excellente création théâtrale, La paille et la poutre, tous les samedis soirs à 19h15 au théâtre Darius Milhaud, où la confrontation ou le duel, un match de boxe, je fais un peu exprès, entre Rodrigue et Don Juan. C'est ce qu'on appellerait la génération Y, pour reprendre vos mots. Alors j'ai la chance de recevoir une jeune metteur en scène qui est... Eleanor, la fois je mets ce mot. Voilà. Faut la prendre. Non, mais faites, j'ai envie de vous taquiner là comme ça. J'aime. Je vois ça. Pourquoi ce projet, Eleanor? Pourquoi ce projet? Déjà pour Julien, parce que Julien est un ami très cher qui a une plume fantastique, Julien Leuthard, qui est un homme incroyable de gentillesse, de douceur, de talent, de culture. Et son travail est merveilleux. Toutes ses pièces sont merveilleuses. Donc déjà, par rapport à la personne, par rapport à son travail, par rapport au texte, parce que ça met en scène le Cid et Don Juan. Et ça, c'est juste un bonheur de les voir sur scène ensemble parce qu'ils sont posés. Mais en même temps, justement, rétablir un petit peu Don Juan et montrer que le Cid n'est pas si parfait, c'est aussi un pur bonheur. Montrer à quel point ces deux personnages ont un écho... Dans notre monde actuel. Alors pour quelles raisons ils ont un écho dans notre monde actuel? Alors justement, c'est une lecture très contemporaine, mais de nos jours, pourquoi on joue encore des Molières, des Corneilles, justement parce que dans les thèmes, dans les personnages, ça se rapporte beaucoup à notre monde, à nous. Alors pour moi, le Cid et Don Juan, en fait, c'est deux jeunes gens qu'on pourrait voir dans la rue, des jeunes gens qui ont mon âge, c'est-à-dire dans la vingtaine, voire dans la trentaine, qui débarquent dans la vie. Des générations Y, comme vous l'avez dit, mais aussi des adolescents qui sont encore dans leur vie insouciante, inconsciente, et qui après sont confrontés à la vie d'adulte, avec toutes les responsabilités que cela implique. Alors, pour le Cid, par exemple, qui pense déjà à se marier avec Chimène, de son côté, Don Juan va de femme en femme, donc ils pensent, on va dire ça comme ça. Galopin. Et, ils sont vraiment... C'est le personnage. C'est le personnage, hein, chérie, c'est le personnage. Ça va être sympa, la Saint-Valentin. Je t'aime. Ça va être sympa au théâtre samedi. Donc voilà, qui sont dans leur vie amoureuse, dans leur vie de jeunes, et qui vont être confrontés à des responsabilités d'adultes, à une vie d'adulte.
Donc, par exemple, pour le CID, c'est l'honneur bafoué de son père, même si c'est un peu obsolète de parler d'honneur de nos jours, mais peut très bien le rapporter... Est-ce que c'est obsolète? Parce que non, justement, parce qu'on peut rapporter à la relation certains parent-enfant. partis qui sont totalement réactionnaires, qui parlent beaucoup d'honneur, voilà, c'est la récupération de ce mot. Exactement. Mais rien que dans la relation parent-enfant, ça reste le respect qu'on doit aux parents, le fait que certains jeunes, justement, restent longtemps chez leurs parents pour faire les études, etc., qui se sentent un peu redevables. Donc, c'est pas... En effet, c'est pas obsolète, aussi obsolète que ça, parce qu'on peut le transposer à notre époque, d'une autre manière, mais le transposer. Et donc, dans Juan aussi, il y a son père et la société en elle-même qui lui demande de bien se conduire, d'être honnête, etc. Ils vont tous les deux réagir différemment. On va voir le CID qui, lui, va rentrer dans les normes. Comme on peut le voir certains jeunes, les jeunes cadres qui vont au boulot, qui sont costumes, cravates, enfin qui essaient de rentrer justement dans la vie active, dans ce monde-là. Déjà. Et d'un autre côté, des jeunes comme Don Juan qui, eux, cherchent une autre voie, en fait, une autre vie que leurs aînés, qui se cherchent eux-mêmes, qui cherchent autre chose, qui cherchent d'abord à eux se trouver, à trouver un idéal, à trouver une vie qui leur plaise, etc. Voilà, vraiment une autre chose, un ailleurs. Et donc c'est là-dessus, pour moi, c'est comme ça que j'interprète les personnages de Molière de Corneille. C'est comme ça qu'ils sont dans la pièce de Julien, avec d'autres thèmes très modernes et très contemporains. Et c'est comme ça que j'interprète. C'est pour ça que c'est une mise en scène assez moderne. Comme on avait parlé, c'est très moderne dans les costumes, parce que justement, je vois... Il n'y a pas de costume, justement. Voilà, les costumes, c'est qu'il n'y a pas de costume, j'ai envie de dire. Justement, parce que voilà, le CID a la fameuse veste de costume, parce que justement, un de ces jeunes actifs qui rentre dans la norme, pour vraiment montrer la différence, c'est Don Juan qui est complètement décontracté. Même dans la mise en scène, voilà, j'ai vraiment voulu quelque chose de très moderne, contemporain, pour montrer, pour moi, ma vision des personnages qui s'adaptait totalement à nos jeunes de nos jours. On rencontre des Rodrigue et des Juan partout dans la rue, en fait. Ah oui. Exactement. Et oui, dans le métro. Mais dans des jeunes le avec métro, et puis des Don Juan au féminin. Et des Don Juan, évidemment. C'est les Don Juan. Ça, je suis la première à le dire. C'est les Don Juan au féminin. C'est un régal parfois quand on les regarde, bon pour les yeux et puis pour notre imagination, parce que ce sont d'excellents personnages. Exactement, ce sont des femmes libres. Oui, c'est ça, mais c'est qui ont toute possession de leur corps, de leur volonté. Et justement, ça c'est important ce que vous dites, parce que généralement, on dit justement d'un homme qui va de fleur en fleur, on va dire que c'est un Don Juan, mais une femme, on va rester poli parce qu'on est à la radio, mais que c'est pas une femme très de petite vertu. Non, moi je les... Justement, moi aussi, ça m'agace énormément. C'est les croqueuses d'hommes. Alors voilà, pourquoi ce terme de croqueuse d'homme? Pourquoi Don Juan? À chaque fois qu'on parle d'un homme, c'est Don Juan. Faites gentil, une croqueuse d'homme, et je me souviens, j'ai eu une amie qui a 3 enfants, qui est prof au lycée, et ses enfants sont très bien éduqués, parfaits, et elle croque. C'est génial. Et pour moi, c'est un exemple. Exactement. Pourquoi les femmes seraient plus facilement mal vues je ne l'ai jamais critiqué, et je l'encourage pas, mais je dis mais ne change pas. C'était la chanson de Gréco. Quel était le titre de cette chanson? Je peux pas vous aider. Voilà, c'est ça. C'était cette chanson, il faut que tu croques, il faut que tu croques. Elle a une 50aine d'années, bon, il faut qu'elle continue à croquer. Bah exactement, puis, des jeunes, des hommes de son âge. Surtout que c'est pas une femme vénale, en aucun cas, elle n'est pas vénale, elle est indépendante. Elle fait très bien son job, elle élève très très bien ses enfants, et qu'elle continue à croquer. Vive les collectionneuses. Exactement, il y a toutes sortes d'hommes, il y a toutes sortes de femmes. Oui, non, mais il faut... Non, la dictature de l'apparence, ça m'a toujours, pour ne pas dire, ça m'a toujours gonflé, ça, la dictature de l'apparence. La dictature de l'apparence. Qu'est-ce que je voulais dire On s'est éloigné, là. Oui, non, mais on peut... Est-ce que autour du micro, est-ce que vous avez envie de faire un commentaire sur Molière, sur Corneille, Danilo et Daniel Molina? Non. Ça vient pas. Non. On va avoir un spectacle. Ah bah venez. N'hésitez pas.
Avec grand plaisir, venez. On vous accueille à bras ouverts. Alors, une question, quel est le point commun entre finalement les auteurs classiques et les auteurs contemporains ? Alors là, attention de ne pas faire polémique. Mais comme j'ai dit, il y a toujours écho, en fait, que ce soit dans les personnages, dans les thèmes. Il y a beaucoup de choses qui se répètent, en fait. Comme le thème de la pièce de Julien. Donc là, même s'il utilise des personnages classiques, c'est une pièce contemporaine, si on peut dire. Les thèmes sur l'hypocrisie... le fait de juger trop vite, le fait que personne n'est ni noir ni blanc. Mais ça, on le retrouve dans n'importe quelle pièce, une pièce contemporaine ou une pièce classique. Parce que finalement, les humains n'ont pas tellement changé. Non. ni la société, même si elle a évolué, etc. Non. Les thèmes humains, si je puis dire, restent toujours les mêmes. Et il y a toujours quelque chose à dire. Toutes les pièces de Molière... comme l'Avare, etc., on peut très bien trouver des gens et s'apparenter aux personnages. Des gens de nos jours qu'on croise partout, au boulot, parmi nos amis, parmi la famille. Donc c'est pour ça que ça reste toujours d'actualité et qu'on trouve toujours des liens, des échos. Je sens que j'ai lu un sourire sur votre regard. Il me dit, ça y est, il va continuer à me faire chier. Est-ce que vous avez un commentaire sur les points communs entre les auteurs contemporains et les auteurs classiques ? Pas du tout. Non, ok, c'est bien ce que j'avais compris, voilà. Et vous, est-ce que vous avez disons que je suis d'accord avec ce que disait Eleanor. Oui. Non pas parce que c'est ma metteur en scène, mais parce que je suis vraiment d'accord avec elle. Il n'a pas le choix. Non, mais c'est vrai que si on prend par exemple Molière, beaucoup d'auteurs contemporains s'inspirent des auteurs classiques. Et je trouve ça génial parce que finalement, ça les fait perdurer dans le temps. Molière, il a existé, ça fait depuis très longtemps qu'il est mort. Et on parle toujours de lui, quoi. Les petits-enfants, les enfants, les petits-enfants, et peut-être plus tard aussi, on en parlera encore, parce que ça se joue, et puis surtout parce que c'est toujours d'actualité. L'Avare, les médecins, tout ce que traitait Molière dans ses pièces, c'est toujours d'actualité. J'ai l'impression, pour moi, Molière, j'adore, parce que c'est quelqu'un, pour moi, qui est visionnaire. C'est quelqu'un qui voyait très loin, et qui voyait limite le futur, pour moi. Donc voilà pourquoi visionnaire, les gens... Oh oui, pardon, excuse-moi. Les gens qui vivent à son époque et qui vivent à la nôtre, c'est exactement les mêmes. Comme les pièces de Shakespeare. Qui, pardon Shakespeare aussi. De Shakespeare aussi. C'est exactement les mêmes personnes, exactement les mêmes thèmes. Donc c'est pour ça qu'on continue à jouer ces pièces, comme par exemple Hamlet. Je pense à Hamlet Cabaret de Langhoff, qui a donc c'est Hamlet qui l'a remasterisé, donc Hamlet Cabaret en cabaret. Pourquoi ? Parce que il a travaillé sur une période. Faut que je me rappelle, j'ai sorti, faut que je me rappelle. Justement, il faut que je fasse court, c'est dur. Justement, sur l'entre-deux, Hamlet, c'est sur un entre-deux politique, et c'est ce qu'a fait Langhoff, c'est pour ça que c'est... Je coupe, d'accord, voilà, donc c'est encore d'actualité. Voilà. Donc, je reviendrai pour faire la suite. Nous sommes à la radio et c'est en direct. Voilà. Et donc, je vous recommande très, très, très vivement La Paille et la Poutre, tous les samedis soirs à 19h15 au théâtre Darius Milhaud avec Don Juan, Raphaël Bannister. Attention, dans la vie, il est accompagné par une jeune femme. Tout à fait. Coucou Meryl. Et face à lui, un futur aussi grand, c'est Julien Amer, c'est Rodrigue et le Cid.